Commençons d'abord par l'introduction, donc la leçon de littérature. Celle-ci reste pour la plupart une simple formalité qui esquive et dénature le sujet proposé. Au lieu de s'y appesantir suffisamment, d'en explorer les enjeux et en dégager le bien fondé, bref, de le problématiser. Plusieurs candidats se contentent d'annoncer un programme vaste, a fortiori confus, là où on s'attend à l'énoncé d'une problématique en bonne et due forme. Dans bien des cas, quelques candidats ne font que reprendre l'intitulé de la leçon en le faisant précéder des interrogatifs. Comment, dans quelle mesure, en quoi. Il s'avère donc que dans leur esprit, le sujet proposé et la problématique se confondent inextricablement. Il va sans dire qu'une leçon dont la problématique reste ambiguë et hésitante ne donnera pas suite à une réflexion claire et précise, d'où l'intérêt à attacher davantage du prix à la problématique. Celle-ci serait bien saisie, bien contournée, si les candidats s'arrêtaient suffisamment sur la définition des concepts constituant l'intitulé de la leçon. Saisie, bien contournée, si les candidats s'arrêtaient suffisamment sur la définition des concepts constituant l'intitulé de la leçon. Or, dans la plupart des prestations, on se limite souvent à la définition lexicographique. Les étudiants ont eu souvent recours au dictionnaire Le Petit Robert des sujets proposés et on laisse dans l'ombre leurs aspects littéraires, esthétiques et généraux. La majorité des candidats ne prennent pas suffisamment leur temps en vue de souligner les subtilités propres à chaque notion contenue dans les sujets. Le travail d'approfondissement, de définition leur fait certainement défaut, surtout quand il s'agira de deux concepts composant le même sujet. Aussi, en est-il par exemple de amour et plaisir, Dieu et la religion, fiction et réflexion, l'être et le paraître, etc. Presque personne ne s'est arrêté longuement sur ces intitulés diadiques dans le but d'esquisser des nuances entre les mots qui se tissent des liens tantôt d'antinomie, tantôt de complémentarité. Sans conteste, le développement est l'échine de la leçon. Elle est la phase essentielle où le candidat est tant attendu. À lui donc d'y honorer le contrat qu'il s'est délibérément fixé dans l'introduction, c'est-à-dire répondre à la problématique qu'il a annoncée et suivre le plan qu'il a proposé. Du coup, dans cette partie, il est exigé que la réflexion soit longuement développée, pertinemment approfondie et bien étoffée d'exemples et de citations tirées de l'œuvre en question. Certes, tous les candidats ont choisi un plan de 3 parties, ce qui est tout à fait louable. Néanmoins, si l'on accepte 2 ou 3 étudiants, la trame de réflexion ne réussit ni à mettre en lien ni à établir des transitions entre les parties constituant du plan. À bien des égards, ce dernier demeure simpliste et cumulatif au lieu d'être progressif. Il repose plutôt sur la juxtaposition. Il en ressort que le candidat n'arrive point à explorer avec nuance et intelligence le sujet proposé dans sa singularité et son originalité. Conséquence, il tombe bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré. Volontairement avec mauvaise volonté.
Bon gré, malgré. Bon gré, malgré. Locution adverbiale. Malgré soi. Bon gré, malgré. Bon gré, malgré. Bon gré, malgré. Nolens volance. Nolens volance. Nolens volant. Nolens volance. Nolens volance. Nolens volance. Nolens volance. Nolens volance. Il repose plutôt sur la juxtaposition. Il ressort que le candidat n'arrive pas à explorer avec nuance le sujet proposé dans sa singularité et son originalité. Conséquence, il tombe, bon gré malgré, leur banal, dans quelques lieux communs dont il fait l'alpha et l'oméga de ça. Il reste rappeler au candidat une chose. Ce n'est pas seulement dans l'introduction que le sujet doit être envisagé, défini et saisi en filigrane, mais aussi tout au long du développement. C'est dans cette partie où le candidat est invité encore une fois à rappeler l'intitulé de la leçon et à l'attaquer sous différents angles, à renouveler explicitement les questionnements qui suscitent et à reprendre de plus belle les définitions des notions et concepts esquissés dans l'introduction. Le sujet constitue le fil d'Ariane que tout candidat se doit suivre minutieusement s'il veut sortir gagnant du labyrinthe de la leçon. La conclusion. La conclusion est le dernier moment où le candidat fait le bilan de ce qu'il a fait jusqu'ici. Il ne s'agit pas de répéter platement ce qui a été présenté tout au long de la prestation, mais d'en faire la synthèse, d'en signaler les points forts et d'ouvrir la leçon sur d'autres horizons, d'autres questions. Cela dit, beaucoup de candidats formulent des conclusions là à la va-vite, sans se soucier de moindre du monde de donner le temps à leur leçon. Au terme de leur travail, épuisés, et n'accordent pas d'importance à cette phase finale qui semble manquer de fermeté et de transparence. Cela laisse les membres du jury sur leur faim et leur un mot à dire à propos des citations et des exemples extraits des œuvres en question. Une phrase citée ou un exemple donné ne sont ni à considérer absolument comme des arguments d'autorité, ni à les prendre pour de simples amorces en vue de séduire l'examinateur. Il ne faut pas citer seulement pour citer. Cette équation semble préjudiciable à la leçon, dans la mesure où elle l'encombre, la rend ennuyeuse et dévoile son caractère factice. L'intérêt de la citation et de l'exemple réside en dernier ressort dans le commentaire qui les explore, de part et d'autre, dans l'explication qui en dégage, les enjeux patents et latents et dans la réflexion qui en dit long sur leur pertinence et leur utilité. En outre, on remarque chez certains étudiants une tendance à citer trop. Cet usage abusif de la citation enlève à la leçon toute originalité et consolide parallèlement le côté cumulatif dont on a parlé en haut. L'une des conditions sine qua non
pour réussir une leçon serait la bonne connaissance et la bonne maîtrise des outils d'analyse dont chaque candidat doit se servir. Parmi ces outils, il y a sans en bagage les notions et les concepts qui participent de la critique littéraire. On parle de la satire, il faut déjà avoir une idée, des connaissances sur la satire. Pour parler de l'ironie, il faut déjà avoir un bagage culturel et littéraire sur l'ironie, le comique, etc. Or, bon nombre de candidats ne manient pas subtilement l'appareil terminologique. Ainsi, quand ils utilisent tel ou tel concept, ils le confondent avec d'autres. Ils en font usage avec désinvolture, sans le moindre souci de précision ou d'impartialité. C'est le cas de ce candidat qui confond le pamphlet avec l'ironie. Leçon sur le discours pamphlétaire, don de la servitude volontaire. Détient de la boétie. Dans son esprit, il y a une confusion entre un genre argumentatif et une figure de rhétorique. Attention. Une tonalité, plutôt. Certes, le discours pamphlétaire peut recourir à l'ironie, mais de là à en faire son équivalent, cela fait montre d'une pénurie notionnelle. Chez cet étudiant, ignorant totalement que le pamphlet est un écrit qui, sur un ton caustique, virulent et violent, vise souvent à contester un ordre établi, à s'en prendre à une personne, à attaquer un système idéologique. De son style hyperbolique et maximaliste, le candidat se voit amené à commettre un contresens. Dans son esprit, il y a une confusion entre un genre argumentatif et une figure de rhétorique. Certes, le discours pamphlétaire peut recourir à l'ironie, mais de là à en faire son équivalent, cela fait montre d'une pénurie notionnelle chez l'étudiant. Ignorant totalement que le pamphlet est un écrit qui, sur un ton caustique, virulent et violent, vise souvent à contester un ordre établi, à s'en prendre à une personne, à attaquer un système idéologique, politique, d'où son style hyperbolique et maximaliste. Le candidat se voit amené à commettre un contresens. S'agissant de l'écriture des mémoires, dont Mémoires d'Adrienne de Marguerite Yourcenar, un autre candidat a traité de l'aspect autobiographique de ce roman alors que celui-ci n'a rien de cela. On peut conclure facilement que le candidat n'a pas une connaissance suffisante de l'œuvre et que pour lui le mot mémoire renvoie nécessairement aux écritures du moi. Cela explique pourquoi toute son attention a été focalisée presque exclusivement sur les carnets de notes de Mémoires d'Adrienne, où l'auteur s'attelle aux circonstances de l'écrire de son roman. Pour finir, il va sans dire que la leçon est une épreuve orale. Ainsi, le candidat peut être bien compris par son auditoire. Se doit d'utiliser un langage soigné, d'employer le mot juste, d'éviter les approximations quant au choix du lexique, d'échapper au piège des idées clichétiques, de faire attention à sa gestuelle et à sa voix. Un étudiant agrégatif, une fois le concours réussi, est voué à devenir un enseignant dans le futur.
D'où l'importance de la rigueur, de la précision, de la nuance et de la souplesse dans l'explication de textes et de l'étude des œuvres qu'il enseignera dans les classes préparatoires ou dans d'autres établissements scolaires. En épreuve de grammaire, agrégation de français, session de 2017. Explication de textes, agrégation, explication. Pour cette session 2017, ne sont pas toutes épuisées. Il est certes frustrant de voir au candidat cette attention du texte ou de l'œuvre plus qu'il est nécessaire au début de l'expression en laissant une impression de flottement ou dans le cas contraire, mener une analyse un peu expéditive qui réduit la richesse thématique et saisie du texte. La lecture vocale. L'intérêt de ce moment de l'épreuve est de partager avec le jury une prégnance du texte à expliquer, une caractéristique tonale. L'argumentation dans les fragments des pensées de Blaise Pascal, une tonalité lyrique ou des rythmes poétiques. Les sonnets des amours de Ronsard, une distanciation ironique des passages d'un jour de silence à Tanger et de Jlune, etc. Au lieu de cela, certains candidats adoptent une attitude en retrait et livrent une lecture monotone et dépourvue d'intérêt. Ils oublient même de tenir en compte dans leur diction d'un phénomène métrique dégagé pourtant lors du découpage d'un vers. L'exemple du E suivi de la consonne qui devrait être prononcée. Oui. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit suivi de la consonne. Demain dès l'aube, A. Voyez. On ne dit pas demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu. Je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. J'ai pas trouvé de... Donc, quand on a, par exemple, demain dès l'aube, pour... Demain dès l'aube, pour te voir. Demain dès l'aube, l'annonce de la problématique. Ce moment crucial retient toujours l'attention du jury qui entre ici en contact avec le projet de lecture des candidats. Ces derniers lui accordent à leur tour leur intérêt, mettant parfois dans le piège de la formulation maladroite lorsqu'il recourt à une inversion du sujet dans une phrase interrogative indirecte. Cette inconvenance doit être évitée comme d'ailleurs cette autre formule tautologique est mal appréciée avec laquelle les candidats entament leur exercice aussi bien à l'épreuve orale qu'à l'épreuve écrite. Le texte objet de notre explication, le texte soumis à notre analyse. Éviter comme d'ailleurs des autres formules tautologiques et mal appréciées avec laquelle les candidats aussi bien à l'épreuve orale qu'à l'épreuve de texte objet de notre explication.